Bon, j'ai oublié de parler de certaines choses dans la Grèce antique. Rappelez-vous, lorsqu'on parlait d'Olympie, j'ai vaguement évoqué l'un des événements les plus marquants de la Grèce antique et qui nous touche encore maintenant. Je veux bien sûr parler des Jeux Olympiques. Lorsqu'on en a parlé au tout début, on a vaguement évoqué l'origine même des Jeux, mais pas son déroulement et ni même son sens moral en fait. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez avoir une rubrique consacrée aux Jeux Olympiques. Et j'ai aussi oublié de parler des différentes écoles qui pouvaient exister à l'époque, parce que je me suis plus consacré à la philosophie, mais en réalité il y avait d'autres domaines comme la musique, le théâtre et bien d'autres. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va s'attarder plus sur le côté musique et théâtre qui vont rejoindre, vous allez le voir, le principe même de la philosophie. Et pour terminer, je trouvais ça intéressant de rappeler une des plus anciennes civilisations de la Grèce, la civilisation minoenne. À ne pas confondre avec la civilisation mycénienne. Je vous mets la frise chronologique pour pas vous perdre. Bon, sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Amusez-vous bien. Et sur ce, c'était ma personne pour vous servir. Allez, ciao. Le premier jour des fêtes olympiques débutait par une prestation de serment des athlètes, des entraîneurs et des juges. La cérémonie se déroulait devant l'autel de Zeus Orchios, ou Zeus garant des serments. Les athlètes juraient d'obéir aux règles des Jeux olympiques, tandis que les juges, eux, promettaient d'être justes et impartiaux. À l'ouverture des épreuves, un concours mettait en compétition héros et trompettes afin de déterminer qui aurait le privilège d'annoncer les Jeux. Les compétitions du premier jour comprenaient des épreuves de lutte, de course et de pugilat pour les concurrents les plus jeunes, âgés de 12 à 18 ans. La deuxième journée commençait par une grande procession jusqu'à l'hippodrome afin de célébrer le début des très appréciées épreuves équestres. La plus attendue et la plus spectaculaire était la course des quadriges, des chars dont l'attelage était de 4 chevaux. Les épreuves équestres se distinguaient par le fait que le vainqueur n'était pas le meilleur cavalier ou aurige, mais le propriétaire du cheval ou du char le plus rapide. La princesse spartiate Cynisca profita de cette particularité pour contourner la règle interdisant aux femmes de prendre part aux épreuves et remporta 2 titres olympiques. Cette règle fut aussi la source d'étranges résultats. Ainsi, en 416 avant l'ère commune, l'homme d'État Alcibiade engagea 7 chars dans une course et remporta les premières, deuxième et quatrième places. À l'issue des compétitions équestres, les 40 000 spectateurs rejoignaient le stade pour suivre les épreuves du pentathlon. Après les compétitions du jour, des rites funéraires avaient lieu en l'honneur de Pélops, héros et fondateur mythique des Jeux olympiques. La soirée se terminait par un festin et un imposant défilé en l'honneur des vainqueurs du jour. Une victoire aux Jeux olympiques était l'un des plus grands honneurs que pouvait se voir décerner un mortel, et il existait plusieurs moyens de l'immortaliser. Certains athlètes faisaient réaliser leur statue, d'autres demandaient à des poètes d'écrire des odes à leur victoire. La tradition orale était un élément majeur de la culture grecque. Ces odes, appelées épinikia, étaient souvent composées par les meilleurs poètes, notamment Pindare, Simonide et Bacchylides. Elles étaient souvent déclamées lors de banquets et de fêtes auxquels assistait l'athlète en question, ou lors de son départ d'Olympie. Le pentathlon se déroulait le deuxième jour, au sein du stade. Comme son nom le laisse entendre, il comptait 5 épreuves: lancer du disque, lancer du javelot, saut, course et lutte. Il existe bien sûr de nombreuses différences entre les épreuves antiques et celles des Jeux modernes. Par exemple, les concurrents antiques du saut en longueur tenaient en main des poids pour se donner de l'élan, car ils ne couraient pas avant de sauter. Par ailleurs, si un athlète remportait les 3 premières épreuves, il était immédiatement déclaré vainqueur sans attendre les résultats des 5 disciplines. Les épreuves de course se déroulaient comme aujourd'hui, à une différence notable: les athlètes étaient nus. Pour la lutte, les catégories de concurrents ne reposaient pas sur le poids, comme de nos jours, mais sur l'âge. Le vainqueur était le premier à projeter 3 fois son adversaire au sol. La troisième journée commençait par l'événement le plus important des Jeux. Une procession regroupant Hélanodis, ambassadeurs, concurrents et des animaux se rendait au grand hôtel situé devant le temple de Zeus. La course principale, appelée Stadion, était un sprint d'environ 180 mètres. Le vainqueur avait l'honneur d'attribuer son nom à la période de 4 ans séparant 2 éditions des Jeux. Cette période était appelée Olympiade.
Par exemple, les 4 années qui suivirent les premiers Jeux, en 776 avant l'ère commune, constituèrent l'Olympiade de Coreb d'Hélice, le premier champion olympique. Une fois toutes les compétitions terminées, un banquet public se tenait dans le Prytanée afin de fêter les vainqueurs du jour. La 4e journée était consacrée au combat. Les épreuves de lutte se déroulaient le matin, suivies par le pugilat et le pancrace. Le pancrace était une sorte de mélange de lutte et de pugilat. Tout était permis à l'exception des introductions dans les yeux ou la bouche ou des tractions sur les oreilles ou les organes génitaux. Cette épreuve était très appréciée et considérée comme le summum en matière de force et de technique. En fin d'après-midi se déroulait une course d'une nature unique, l'Oplitodromos, ou course en armure. Les concurrents portaient un casque et un bouclier pour simuler les conditions de course sur le champ de bataille. Les Élanodis, ou juges des Grecs, étaient les arbitres et organisateurs. Ils étaient originaires d'Hélice, la cité en charge du sanctuaire d'Olympie. Et lors de chaque Olympiade, de nouveaux juges étaient élus. Ces derniers avaient plusieurs fonctions. Avant le début des Jeux, ils décidaient quels athlètes seraient admis à concourir et supervisaient leur entraînement. Ils procédaient aussi au tirage au sort pour les différentes épreuves. Pendant les Jeux, ils désignaient les vainqueurs et décelaient les tentatives de tricherie. Pour ce faire, ils avaient des assistants armés de fouets et de bâtons qui se tenaient près des athlètes et les frappaient s'ils tentaient de tricher. Une victoire à Olympie était l'un des honneurs les plus prestigieux de tout le monde grec. Non seulement les vainqueurs étaient couverts de gloire dans leur cité, mais leur nom devenait célèbre dans toute la Grèce. Pour certains, la tentation l'emporta. Ils brisèrent leur serment envers Zeus et trichèrent. C'était courir un grand danger, car en cas de découverte, les tricheurs risquaient de graves châtiments. Ils risquaient disqualification et amende. Mais, s'ils étaient surpris à tricher pendant une épreuve, ils pouvaient être frappés par les arbitres. En revanche, le châtiment le plus dissuasif était la honte. Au pied du mont Kronios, sur le chemin menant au stade, se trouvait un groupe de statues appelées ânes. Ânes étant le pluriel de... Sur ces statues était inscrit le nom des tricheurs, la nature de leur fraude et le montant de leur amende. Les ânes, financés par les amendes des tricheurs, étaient installés en des lieux stratégiques à la vue de tous. Un individu, mais aussi une cité entière, pouvait être déclaré coupable de tricherie. Le Prytanée était le siège administratif du culte d'Olympie, ainsi que celui des Jeux olympiques. Ce bâtiment abritait les prêtres du sanctuaire, ainsi qu'il accueillait aussi le grand banquet qui se tenait le soir du 3e jour en l'honneur des vainqueurs. Il avait également une fonction sacrée. Dans la salle centrale se trouvait le feu d'Hestia, une flamme sacrée qui brûlait de jour comme de nuit. Ce feu était utilisé pour allumer ceux des autres autels du sanctuaire. Cette pratique a probablement inspiré en partie la tradition de la torche olympique moderne. La musique occupait une place importante dans presque tous les aspects de la Grèce antique. Qu'il s'agisse d'une réunion publique, d'un dîner en ville, d'un dépôt d'offrandes dans un temple ou de marcher au combat, un chant existait pour chaque occasion. Aristote a même écrit que la musique améliorait le rendement des travailleurs, et on en jouait souvent pour entretenir le rythme des rameurs et de ceux qui récoltaient dans les champs. Les concours musicaux, ou agones, ne se déroulaient initialement que lors des fêtes religieuses. Au fil du temps, ils devinrent des événements musicaux à part entière et attirèrent des musiciens et spectateurs de tout le monde grec. Par exemple, les Panathénées comportaient des compétitions d'instrumentistes ainsi que des concours de déclamation de poèmes. Les Dionysies comprenaient des concours entre groupes de chanteurs. Ceux-ci portaient sur l'interprétation de dithyrambes, des hymnes joyeux au dieu Dionysos. Si tous pouvaient voir ces concours, il fallait être un homme pour y participer. À l'origine de ces compétitions, les gagnants ne recevaient qu'une couronne symbolique et une satisfaction personnelle. Mais à partir de la période hellénistique, les récompenses prirent la forme d'une somme d'argent. Elles permettaient aux musiciens de gagner des fortunes, en particulier s'ils enchaînaient les fêtes accueillant ces concours. L'Odéon de Périclès a été bâti entre 440 et 430 avant l'ère commune.
Périclès a voulu que cet édifice soit utilisé lors des Panathénées. Mais l'Odéon servit aussi à des lectures de poésie, à des réunions politiques et à des débats philosophiques. Selon des sources antiques, la forme de l'Odéon fut inspirée par celle de la tente du roi de Perse, une prise de guerre athénienne après la victoire décisive à Salamine en 480. Son toit fut fabriqué avec le bois récupéré sur des navires perses capturés. L'Odéon était donc non seulement un symbole de l'Athènes triomphante, mais aussi une injure envers les ennemis perses. Ce vaste édifice fut considéré comme l'une des plus grandioses réalisations architecturales de l'Athènes antique. Dans la Grèce antique, il existait un type de musique pour chaque occasion, ou presque. Des chants élaborés, comme les hymnes, péants et dithyrambes, étaient destinés aux oreilles des dieux et entonnés lors de cérémonies religieuses et de grands événements laïques. L'hyménée était un chant de mariage et le trène accompagnait les processions funèbres. Pour des occasions plus joyeuses, comme les symposions, les scolies, chants à boire, s'imposaient. Mais c'est le théâtre qui était considéré comme le summum de l'expression artistique, car il associait le chant à la poésie, à la danse, au jeu d'acteurs et aux costumes. Les pièces étaient censées former un lien entre les mortels et les dieux, et les chants qui les accompagnaient, en particulier ceux des tragédies d'Euripide, devenaient bien souvent des succès dans toute la Grèce. Le théâtre n'était pas qu'un spectacle pour intellectuels, mais un élément majeur de la culture grecque. À Athènes, comédies et tragédies tiraient leur origine des danses et chants auxquels se livraient les fidèles de Dionysos. Entre -536 et -533, l'importance croissante du théâtre à Athènes se conclut lorsque la responsabilité de l'organisation des tragédies fut confiée à l'archonte, le plus important magistrat de la cité. Ainsi, la popularité du théâtre augmenta rapidement et un espace consacré aux représentations théâtrales fut bâti sur le versant de l'Acropole. Au 5e siècle avant notre ère, le théâtre devint de plus en plus associé à la démocratie athénienne. Il servait souvent de chambre de résonance aux idées politiques et, dans certains cas, influença même l'opinion publique. Ceci amena Platon, au IVe siècle avant notre ère, à qualifier de théâtrocratie la vie politique de la cité. Les compétitions théâtrales se déroulaient au sanctuaire de Dionysos Eleuthérios, dieu du vin et patron du théâtre. Dionysos était le fils de Zeus et d'une mortelle du nom de Sémélé. Selon certains récits, Zeus, amoureux de Sémélé, lui apparut entouré d'éclairs. Sémélé fut malencontreusement frappé par l'un d'eux, mais Zeus parvint à sauver l'enfant qu'elle portait et le garda dans sa cuisse jusqu'à sa naissance. C'est pourquoi le nom de Dionysos est parfois assimilé à l'expression « né deux fois ». À Athènes, le théâtre faisait partie du culte de Dionysos, et des représentations en son honneur avaient lieu lors de fêtes telles que les Lénéennes et les Grandes Dionysies. À Athènes, 3 fêtes honoraient Dionysos par des représentations théâtrales. Les Dionysies rurales, les Lénéennes et les Grandes Dionysies. Pour les Dionysies rurales, chaque dème de l'Attique organisait sa propre procession. Les Lénéennes étaient les plus anciennes fêtes dionysiaques. Elles étaient réservées aux citoyens grecs et se composaient pour l'essentiel de représentations comiques. Mais les fêtes les plus importantes étaient celles des Grandes Dionysies. Elles duraient plusieurs jours et débutaient par une procession appelée phallophorie, suivie de compétitions de dithyrambes et s'achevaient par des compétitions de tragédie. Les Grandes Dionysies étaient supervisées par le principal magistrat, l'archonte, assisté de 12 autres. Dans le cadre de ses responsabilités, l'archonte désignait les chorèges, c'est-à-dire les riches Athéniens chargés de financer les répétitions et les représentations. 2 jours avant les Dionysies, lors d'une cérémonie appelée proagon, les auteurs présentaient leurs œuvres. Venaient enfin les Dionysies, qui débutaient par une procession jusqu'au temple du dieu, suivie de sacrifices et d'un banquet. Les 2 journées suivantes étaient consacrées aux compétitions de dithyrambes, tandis que les 4 derniers jours accueillaient les concours de tragédie.
10 juges, désignés au hasard par l'archonte, étaient chargés d'arbitrer ces compétitions. Les juges déposaient leur vote dans une urne et 5 de ces voix étaient extraites au hasard pour désigner le vainqueur. Les rôles du théâtre athénien étaient exclusivement tenus par des hommes. Initialement, les tragédies ne mettaient en scène qu'un seul acteur accompagné d'un chœur, mais ce nombre fut porté à 4 au maximum. L'ajout de rôles ouvrit la porte à de vrais échanges dramatiques. Lors des représentations, les acteurs se préparaient dans la skèné, un bâtiment qui faisait office de coulisses, avant d'apparaître sur le proskénion. La skèné était parfois peinte, afin de représenter un arrière-plan, palais, temple ou tombeau. Son toit était réservé aux apparitions divines. Ces dieux pouvaient être déplacés à l'aide d'une mécanée, une sorte de grue, ce qui générait des effets visuels spectaculaires. Sur scène, les acteurs portaient des masques et des costumes élaborés. Pour les tragédies, ils étaient vêtus de tenues resplendissantes, tandis que pour les comédies, les rôles masculins étaient affublés d'un phallus de taille extravagante, probablement pour susciter davantage de rire. L'emplacement central du théâtre était l'orchestra. C'était un vaste endroit circulaire accueillant des performances chorales, des rites religieux et, on le suppose, des acteurs. Les chœurs étaient composés d'hommes portant des masques et des costumes. Tout citoyen athénien pouvait être choreute, dès lors qu'il était sélectionné par le chef de chœur. Les membres du chœur faisaient aussi fonction de rideau, car leur entrée et leur départ marquaient le début et la fin de la pièce. De nouveaux costumes et masques étaient réalisés pour le chœur à l'occasion de chaque nouvelle pièce, et ils étaient souvent aussi impressionnants et élaborés que les représentations. Par exemple, dans les comédies d'Aristophane, le chœur pouvait être déguisé en guêpe, en grenouille, en oiseau, en nuage ou en île. Dans sa pièce intitulée Les Cavaliers, des hommes étaient même installés sur d'autres hommes déguisés en chevaux. Le lieu de représentation, le Théatron d'Athènes, pouvait accueillir 17 000 spectateurs, soit près d'un dixième de la population de l'Attique. Son excellente acoustique en faisait un endroit idéal pour les pièces. Le théâtre était accessible à tous, mais cela ne veut pas dire que les places étaient gratuites. On trouvait habituellement au premier rang les prêtres et les magistrats, tandis que la partie centrale de l'auditorium était réservée aux ambassadeurs et aux invités d'honneur. On sait également que les hommes et les femmes étaient séparés. En règle générale, le public se montrait réactif et bruyant. Lors des représentations, les spectateurs criaient, proféraient des jurons et jetaient des choses au gré de leur humeur. Ces réactions faisaient aussi partie du spectacle. Les premières traces d'occupation humaine de la Crète remontent à 8000 ans avant l'ère. Au fil du temps, l'urbanisation et le commerce maritime se développèrent. Des palais ont été bâtis, détruits, reconstruits, pour aboutir à l'époque que les archéologues appellent néopalatiale, qui a débuté vers 1700 avant l'ère commune. Cette période a duré plus de 3 siècles, et elle est considérée comme l'âge d'or de la civilisation minoenne. Le plus grand palais de cette époque se trouvait à Knossos et comprenait des ensembles d'ateliers, temples, cours, salles du trône et quartiers d'habitation, ainsi que des voies pavées et des canalisations d'eau propre et usée. Le commerce et les relations avec l'étranger étaient cruciaux pour les Minoens, et leur réseau couvrait toute la Méditerranée orientale. Ceci a amené les Crétois et les populations des contrées avec lesquelles ils commerçaient à s'influencer mutuellement et à échanger des idées, la plupart du temps de manière pacifique plutôt que belliqueuse. Le site de Knossos a été occupé dès le 7e millénaire avant l'ère. De nos jours, il est surtout connu pour les ruines du palais situé sur la colline de Képha. Les ruines se décomposent en 2 époques. L'ancien palais, assez mal préservé, et le nouveau palais. Le nouveau palais de Knossos fut le plus vaste de tous les palais minoens, occupant une surface de plus de 13 000 mètres carrés. Il était articulé autour d'une cour centrale qui devait avoir des fonctions cérémonielles. Les palais minoens s'effondrèrent lorsque la Crète fut conquise par une invasion mycénienne venue de Grèce continentale. On ignore cependant toujours la date de la destruction finale du palais de Knossos.
Pendant la phase néo-palatiale, le rez-de-chaussée était consacré aux activités économiques et abritait de vastes entrées. Les quartiers d'habitation, qui d'ailleurs disposaient de toilettes, se trouvaient au sud-est de la cour centrale, au pied du grand escalier. Le palais était largement décoré de fresques représentant des femmes richement vêtues et des activités sportives comprenant des taureaux. D'imposantes cornes de consécration en pierre, qui pour les Minoens étaient des symboles religieux majeurs, ornaient la cour ouest. Parmi les autres parties importantes du palais, on peut citer le théâtre, qui aurait servi de lieu de représentation, le sanctuaire tripartite, consacré au culte d'une importante divinité minoenne, que les historiens qualifient de déesse mère, et l'étage noble, un vaste espace dans la partie supérieure du palais. Lors de ses séjours en Crète, l'archéologue Arthur John Evans a découvert plusieurs tablettes anciennes. Elles l'ont amené à définir les formes d'écriture minoenne appelées linéaire A et linéaire B. Les Minoens se servaient de ces formes d'écriture pour noter de nombreuses choses, dont les transactions commerciales. Par exemple, on a retrouvé au palais de Knossos une tablette rédigée en linéaire B. Elle mentionnait un commerce de coriandre, substance couramment employée dans les parfums, entre un dénommé Kyprios et une autre personne appelée Twinon. Le déchiffrement de telles tablettes a permis aux historiens de découvrir de nombreux aspects de la culture et de la société minoenne. Selon le mythe, le Minotaure, moitié homme, moitié taureau, fut le fruit de l'accouplement de la reine Pasiphae avec un taureau envoyé par les dieux à titre de châtiment. La situation fut embarrassante pour le roi Minos, mais il ne put se résoudre à tuer le Minotaure. Il décida alors de cacher le monstre dans un labyrinthe que Dédale fut chargé de bâtir. Dédale fut un personnage important de la mythologie grecque. Inventeur ingénieux, il devint si envieux de son neveu, lequel était tout aussi brillant, qu'il le jeta du haut de l'acropole athénienne. Cet acte un peu barbare valut à Dédale d'être banni d'Athènes. Mais cela ne l'empêcha pas de trouver du travail. En Crète, il fut engagé par la reine Pasiphae pour lui fabriquer une tenue de vache, afin qu'elle puisse s'accoupler avec un taureau dont elle était éprise, en raison d'une malédiction lancée par les dieux. Dédale obéit, et son invention contribua à la conception et à la naissance du Minotaure. Minos ordonna ensuite à Dédale de bâtir le labyrinthe, probablement comme pénitence pour sa responsabilité dans l'apparition du Minotaure. Mais le récit le plus connu, faisant intervenir Dédale, est probablement celui où son fils Icare, équipé d'ailes fabriquées par son père, s'approcha trop près du soleil et s'abîma dans la mer. Peu après la naissance du Minotaure, Androgéos, fils du roi Minos, fut tué à Athènes par le taureau qui avait mis sa mère enceinte. Furieux, Minos exigea qu'Athènes envoie chaque année à Knossos 7 de ses hommes les plus nobles et 7 de ses femmes les plus vertueuses. Après avoir été conduits en Crète à bord d'un navire au voile noir, ces hommes et ces femmes étaient envoyés dans le labyrinthe afin d'y être dévorés par le Minotaure. Thésée, l'un des jeunes gens choisis pour être expédiés dans le labyrinthe, promit de mettre fin à ce rite mort. Avant de quitter Athènes, il clama qu'il tuerait le Minotaure, puis qu'il regagnerait sa cité à bord d'un navire aux voiles blanches. Avant d'être envoyé dans le labyrinthe, Thésée rencontra Ariane, fille de Minos, qui tomba éperdument amoureuse de lui. Ariane offrit à Thésée un fil pour qu'il puisse retrouver son chemin et quitter le labyrinthe. Muni de ce fil, Thésée pénétra dans le labyrinthe, tua le Minotaure et repartit pour Athènes, accompagné par la belle Ariane. À l'image d'Athènes, Corinthe disposait de sa propre acropole, appelée Acrocorinthe. Ce promontoire naturel offrait une excellente vue sur les territoires environnants. Il abritait aussi plusieurs sanctuaires qui auraient été bâtis au VIe siècle avant l'ère commune. La plus célèbre attraction de l'Acrocorinthe était le temple d'Aphrodite. Selon Pausanias, on y trouvait des statues d'Aphrodite, de son fils Eros et du dieu soleil Hélios.
Et d'après Strabon, la spécificité de ce temple était ses servantes qui faisaient fonction de prostituées. Mais Strabon a été le seul à le mentionner, et le débat à ce sujet est loin d'être clos. L'amour joue un rôle majeur dans d'innombrables récits mythologiques. Zeus lui-même y succombait. Il est tombé amoureux de mortels et d'autres divinités. Certains mythes reposaient sur des amours interdites ayant abouti à une tragédie, comme dans le cas de Phèdre et de... Si le mariage était très présent dans la mythologie, il était souvent présenté comme problématique. Par exemple, Aphrodite trompait souvent son époux Héphaïstos, et le ressentiment de Médée envers son ex-mari Jason la poussa à tuer leurs enfants. Ces situations déchirantes reflétaient la vision du mariage qu'avaient les Grecs. Davantage un devoir civique qu'une union amoureuse. Aphrodite était l'une des plus puissantes déesses de l'Olympe et était associée à l'amour, à la beauté et au sexe. Elle était vénérée dans tout le bassin méditerranéen par les hommes et les femmes de tous âges. Ses origines variaient selon la version du mythe. Selon Hésiode, Aphrodite est née des organes génitaux tranchés d'Ouranos, mais Homère l'a présentée comme le fruit des ébats de Zeus et de Dionée. Aphrodite, présente dans de nombreux récits mythologiques, aurait eu beaucoup d'amants mortels. Son préféré était Adonis, un beau garçon tragiquement décédé lors d'un accident de chasse. Sa mort a tellement attristé Aphrodite qu'elle a créé une fête à sa mémoire, les Adonies. Et oui, pour une fois, je vais faire une outro pour cette vidéo, tout simplement pour vous annoncer que c'est la fin. C'était le dernier épisode de notre série sur la Grèce antique, en espérant que cette série vous ait fait plaisir et que vous ayez pu découvrir des anecdotes ou même redécouvrir certaines choses concernant la Grèce antique. Et j'ai une petite annonce à vous faire concernant un projet que j'ai parlé sur Twitter et que j'ai vaguement évoqué. Alors concernant ce projet, sachez qu'il va se passer la nuit. Vous allez découvrir des choses, ça risque d'être assez long et assez mystérieux. Donc voilà, on clôt la parenthèse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et la série sur la Grèce antique. Moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et sur ce, c'était le hibou pour vous servir. Ciao. Je l'ai dit 2 fois, je suis fou.